en termes d'attractivité, on est beaucoup plus intéressant en étant remote, parce que ça reste quand même malgré tout un critère de beaucoup de candidats aujourd'hui. On est capable de recruter le talent là où il est, quoi. Donc on a un nombre de candidatures sur certains postes qui sont très élevés, mais en plus les taux de conversion sont très bons. Aussi avec le full remote, on a beaucoup de cooptation. C'est une source de recrutement très qualitative. Notre taux de rétention aujourd'hui, il est quasiment de 100%. Alors, si tu étais échoué sur une île déserte, quel objet tu aimerais emmener avec toi ? Eh bien, je crois que j'aimerais emmener un livre. Et ça serait quel livre ? Ça serait quel livre ? Très bonne question. Moi, j'aime beaucoup les livres historiques, en fait. Okay. Donc, du coup, et surtout sur l'époque des grandes guerres mondiales. Donc, tu ferais la guerre sur ton île. Voilà, ce serait hyper pacifique comme... ça serait détente comme séjour, voilà. Ok, top. Donc Marie, je suis ravie d'échanger avec toi. Donc toi, tu es People Manager chez Covery, une entreprise créée en 2019 qui emploie une vingtaine de collaborateurs en France et en Angleterre. Vous proposez une plateforme qui permet aux développeurs de déployer rapidement leurs applications dans le cloud. Et vous avez fait le choix audacieux d'adopter un modèle en full remote. Alors, la première question que je souhaite te poser, c'est, en tout cas, en savoir plus sur ta vision du travail à distance. Alors, moi j'ai une vision assez assertive là-dessus. Je pense qu'il faut des vraies postures parfois. Et c'est vrai que le remote, pour moi, c'est vrai que je le vois régulièrement présenté comme un bénéfice. Et pour moi, c'est pas un perks, le remote, c'est vraiment une culture. C'est un art de vivre dans une boîte, c'est de travailler. Et du coup, pour moi, tout doit être pensé pour, dès qu'on souhaite soit mettre en place ce modèle, soit transitionner vers ce modèle. Et donc, ça veut dire, en termes de cadre, ça veut dire quoi être en full remote ? En termes de moyens, qu'est-ce qu'on donne aux salariés comme moyens matériels de bosser en full remote ? Et aussi en termes de process pour effectivement éviter tous les écueils qu'on peut trouver en travaillant à distance. Il ne suffit pas d'envoyer un ordinateur par la poste pour être une boîte full remote. Et une jolie lampe, je pense que ça ne suffit pas, non. Quelle est la culture de travail à distance chez Covery ? Alors chez Covery, on fait partie des entreprises qui ont nativement décidé d'être full remote, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été question d'avoir des bureaux. Et donc, ce qui est finalement très bien, c'est que tout a été pensé dès le départ pour permettre aux salariés d'être bien en travail à distance, donc tant d'un point de vue process que d'un point de vue matériel, sur toutes ces choses-là. C'est une vraie culture chez nous, et donc du coup, c'est vrai que le deal initial pour nous, c'est le full remote, donc ça veut dire qu'on n'oblige pas, c'est vraiment une question de volontariat, de venir se voir, etc. Maintenant, ce qui était intéressant, c'est que quand je suis arrivée, donc j'ai fait plusieurs surveys, et c'est vrai qu'il y avait une demande vraiment latente des salariés, et même après très explicite, de pouvoir se voir, d'avoir des moments de rencontre pour créer une cohésion. Et on a été au début assez mal à l'aise en fait, en se disant on est une entreprise full remote, la promesse initiale c'est du remote, et au final les gens ont besoin de se voir. Donc qu'est-ce que c'est que ce paradoxe ? Est-ce que ça signifie un échec, etc. Et moi je pense qu'il faut être hyper à l'aise avec ça. Et c'est ça notre culture en fait, c'est que du coup on s'adapte, il y a des gens qui n'ont pas envie de venir dans les coworks qu'on organise, ils viennent pas. Mais on est capable de proposer les deux, et tout est pensé pour que les gens puissent travailler des deux façons. Oui, il n'y a pas un modèle idéal, ou en tout cas le modèle s'adapte aux attentes. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui on n'a pas de bureau, c'est pas dans nos intentions d'en avoir, mais par contre s'il faut réserver un cowork une fois par mois, ce qu'on fait, ce qu'on a mis en place, pour se voir à minima, on le fait. S'il faut donner du budget pour faire des coworks un peu en externe, on le fait aussi. Mais c'est en aucun cas une obligation pour les salariés. Quelle est la politique de travail à distance chez Covery ? Alors donc effectivement on est full remote, donc en fait on permet à nos salariés, donc ça passe par différentes choses, ça veut dire qu'on est en flexible schedule, donc ça veut dire que les gens s'organisent comme ils veulent dans la journée, on ne demande pas de justification, et ça rejoint la question du ownership et de la confiance qui est importante, c'est-à-dire que c'est typiquement quelque chose de très concret. Quand on a un rendez-vous médical, je dis n'importe quoi, le premier exemple qui me vient en tête, chez le pédiatre ou faire du sport ou quelque chose dans ce style, eh bien on passe pas par le côté approval manager, on dit pas tiens j'ai un rendez-vous, est-ce que je peux, c'est pas ça, c'est tiens je mets mon emoji non dispo sur Slack, donc nous c'est une petite glace et donc on n'est pas dispo, et du coup c'est comme ça aussi qu'on se dit la personne n'est pas dispo, et donc elle organise son temps de travail comme elle veut. Ensuite on travaille d'où on veut.
Donc on travaille d'où on veut. Nous, on a mis une contrainte. Il y a un cadre à tout ça quand même. Le cadre, c'est 3 heures de décalage horaire avec l'heure de Paris. Alors tout simplement pour des questions d'organisation aujourd'hui, on n'est pas assez nombreux pour supporter plus de décalage horaire. C'est le fait d'avoir une bonne connexion et d'être dans un endroit qui est quand même propice au travail. Parce que bon, si on est dans un hall de gare avec en étant sur sa 3G, ça risque d'être compliqué pour pour travailler. Et après, c'est aussi, on laisse le salarié quand même responsable de tout ce qui est assurance, etc. Enfin, on l'oublie un peu, mais il faut quand même se dire que le salarié doit déclarer des choses à son assurance pour s'assurer qu'il est bien en droit qu'il est couvert dans le cadre du télétravail. Et puis après, effectivement, nous on s'est organisé pour avoir tout ce côté mobilité avec le matériel qui arrive, Ok, d'accord. Et est-ce que vous proposez également des accès à des espaces de coworking? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on a déjà, on propose cette indemnisation forfaitaire pour contribuer aux frais d'internet, de chauffage, etc. On offre une allowance qui permet aux personnes, alors du coup en fonction des salles, on a fait une moyenne, mais ça permet de travailler 1 fois par semaine dans une salle de coworking. Et aussi, du coup, on offre du budget pour pouvoir faire des activités en équipe. Si les personnes qui sont voisines ont envie de se retrouver pour faire des restaurants ou des activités de building, c'est possible aussi. Ouais. Ok. Et en termes de mobilité, les séjours ponctuels sont autorisés? Alors en fait, nous, concrètement, si la personne est à 3 heures de décalage de Paris, il peut rester tant qu'il veut là-bas, en fait. C'est plus une question pour lui-même d'assurance et de fiscalité, en fait. Puisqu'à partir du moment où on est plus de 6 mois en dehors de la France, on n'est plus résident fiscal en France. Donc, Ok. Et en termes de séjour permanent, c'est possible également chez Covery? Alors, chez Covery aujourd'hui, ça va dépendre de nos besoins. À la base, on se dit qu'on peut recruter en Europe. Nous, aujourd'hui, on n'a pas d'entité légale en dehors de la France. Donc, on a un partenaire qui nous permet de recruter, d'être compliant avec la loi locale. Donc, globalement, on est capable de recruter, sur le modèle qu'on a, on est capable de recruter partout en Europe aujourd'hui en fonction de nos besoins, s'il y en a dans le futur. Ouais. D'accord, ok. Quel est votre partenaire à l'heure actuelle? Aujourd'hui, c'est Remote. Ok, d'accord. Et tu disais que du coup, cette politique de travail à distance, elle est formalisée au sein d'une charte? Alors oui, je pense que c'est vraiment nécessaire. Alors, c'est nécessaire de poser un cadre, du coup, parce que il faut déjà que les salariés... ça rejoint le côté qui est inhérent au fait d'être en remote, c'est de tout documenter. C'est-à-dire que l'info doit être accessible de manière asynchrone aussi. Donc, c'est pas une question de tout processer ou de vouloir tout officialiser et formaliser, ce qui peut sembler un peu lourd finalement quand on rejoint l'environnement de la start-up. C'est plus que chacun doit pouvoir avoir l'information, peu importe son heure de travail, s'il est là ou pas. En tout cas, voilà. Donc moi, je rends accessible au niveau HR toutes les documentations, les chartes, etc., qui permettent aux personnes de se poser des questions en se disant, ok, c'est quoi le cadre possible pour travailler à distance. Voilà. D'accord. Comment sont indexés les salaires actuellement? Alors nous, aujourd'hui, on a un outil de benchmarking des salaires. Donc du coup, c'est ce qui me permet de choisir le critère remote. Donc du coup, c'est vrai que principalement, on regarde quels sont les salaires les plus favorables. Donc, en majeure partie, c'est quand même les salaires du bassin parisien et du coup le remote. On fait, je prends les deux, je regarde les médianes, je regarde les percentiles et puis on essaye on a défini nos ranges de salaire en fonction de ça. Et quand tu dis en fonction également du remote, c'est ça que je comprends pas. Parce qu'en fait, du coup, sur l'outil Figures, tu peux choisir ton marché. Du coup, quelle va être ta base de référence. Donc, tu peux avoir Paris, province. C'est hyper... la granularité, c'est 3 trucs. C'est Paris, province et remote. D'accord, ok. Ouais. Et donc, aujourd'hui, en fonction de ce qui est le plus favorable aussi, parce que je ne veux pas desservir les gens qui sont à Paris. Du coup, je regarde ce qui va nous être le plus favorable. Ouais. Ok, d'accord. En termes de fonctionnement chez Covery, j'aimerais bien que tu me parles un peu des rituels que vous avez instaurés en matière de travail à distance. Alors nous, c'est vrai qu'on est pas mal aidés par les méthodos agiles, puisque du coup, on est quand même une entreprise dans le space tech. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, on a pas mal de rituels qui sont associés à ça. Donc typiquement, c'est par sprint, donc c'est vrai qu'il y a les rétros, c'est des sprints de 15 jours en général. Et donc on a les stand-up aussi. Et on les fait en deux formats, en fait. On les fait par équipe en face-to-face. Il y a un meeting très, très petit qui dure 10 minutes tous les jours. Et il y a un stand-up écrit sur le Slack channel
qui permet de préciser ce qu'on a fait le jour passé, ce qu'on va faire aujourd'hui et les éventuels points de blocage. Ça permet de faire un petit warning en disant « Oh bah là je suis un peu bloquée, qui peut m'aider ?» ou bah tiens justement j'ai un rendez-vous, je serai pas dispo entre midi et 14h, voilà. Ok. Pourquoi c'est fait en 2 formats? Bah du coup c'est vrai que de converser en équipe c'est sympa, enfin, ça nous aide aussi à garder cette petite dynamique de se voir en visio légèrement, hein. Sinon il y a des gens qui pourraient passer des semaines peut-être sans se voir, enfin, j'exagère mais voilà. Et par contre le format écrit, on garde ce côté asynchrone. Encore une fois, quand il y a des gens qui ne peuvent pas assister au stand-up, etc., moi c'est un truc que je veux assurer, c'est qu'il n'y ait pas de déperdition d'informations. Enfin, c'est pas parce que les gens peuvent se voir plus facilement ou voilà, que ceux qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas assister, bah, du coup, ratent quelque chose. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres rituels que vous avez mis en place? Là, aujourd'hui, typiquement, bah, on a lancé un mini-réunion qui est un weekly sur les high and lows de la semaine de chacun. Donc ça, c'est... du coup, typiquement, on a fait l'exercice aujourd'hui et ça permet à chacun, alors tant d'un point de vue professionnel que personnel, parce que je pense que des fois, c'est important quand il y a des milestones dans la vie de les partager. On se réjouit autant d'une feature qui est sortie que de la naissance d'un enfant. Et typiquement, on peut être aussi capable de soutenir quelqu'un qui traverse une période un peu difficile. Mais donc voilà, le point de ce qui s'est bien passé dans la semaine, ce pourquoi on est particulièrement content, et des choses qui sont un petit peu... qui se sont un peu moins bien passées aussi. Ça permet aussi de dire, bah voilà, j'ai besoin d'aide sur tel sujet, ou voilà, donner du contexte. C'est hyper important en remote, c'est donner du contexte, parce qu'on a souvent l'interaction meeting, voilà, one shot. Mais tout ce qui est enveloppe autour est plus difficilement perceptible. Ça évite le côté siloisation en fait aussi, qui peut facilement être en équipe, voilà, de créer ce côté corpo dans une boîte full remote native, c'est pas si simple que ça. Ok, donc ça c'est un autre rituel du coup collectif que vous avez instauré récemment. Voilà, très récemment, ouais. Ok, d'accord. Et en termes de rituels plutôt physiques du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place? Bah, c'est cowork, du coup, une fois par mois, ça on n'y déroge pas, et les off-sites. Les off-sites qui sont hyper importants pour nous aujourd'hui, et ça a contribué vraiment à créer du lien. Parce qu'aujourd'hui, ces off-sites, c'est pas des choses où on est dans un hôtel, chacun sa chambre, etc. On est dans des maisons tous ensemble, et du coup, on vit, on dort, on cuisine, on prend les apéros ensemble en préparant nous-mêmes, et du coup, c'est comme si on vivait... ensemble pendant quelques temps. Ouais, c'est ça. Pendant 3 jours, on est une coloc et c'est super, quoi. Ok, et du coup, la durée, elle est de 3 jours? En général, c'est 3 nuits, ouais. Ok, et du coup, à quelle fréquence? 2 fois par an, donc une fois pour le côté summer et une fois pour le côté Noël, voilà. Ok, et avec du coup l'ensemble des collaborateurs présents? Ouais, tous ceux qui veulent venir et qui peuvent venir. Ok, et en termes de contenu, qu'est-ce que vous faites du coup pendant ces séminaires? Alors du coup, on partage des sessions de travail. Alors il y a des sessions qui ne sont pas particulièrement dédiées à des choses en particulier, ça permet juste aux équipes de travailler ensemble. Il y a vraiment, là on souhaite faire, justement pour éviter le côté siloisation, on est en train d'essayer de créer une espèce de hackathon, ou en tout cas des projets avec un output précis à la fin du off-site, où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Typiquement, il y a un sujet qui a été proposé, alors je le dis parce qu'il me concerne, mais du coup c'est le onboarding. Eh bien, on peut avoir besoin de quelqu'un de fonctionnel là-dessus, donc a priori moi je suis la seule HR dans l'équipe, mais pourquoi pas un truc un peu technique avec quelqu'un qui pourrait m'automatiser un petit peu plus les choses, enfin voilà. Donc du coup c'est des choses qu'on essaie de mettre en place. C'est l'occasion de partager aussi des activités vraiment extérieures. Alors là, typiquement, c'était du canoë-kayak. Cet hiver, on a fait de la marche en raquette. Enfin, voilà. Et ça, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Et tu parlais de l'onboarding. J'aimerais notamment en savoir plus, du coup, sur votre processus d'onboarding à l'heure actuelle. Alors, donc une fois que le recrutement est fait, c'est vrai que nous, on perd jamais le lien avec la personne. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut être invité justement à nos cowork comme aujourd'hui, ou même à l'off-site. Et du coup, il y a toujours ce moment informel de prise de contact, en tout cas. Et nous, on l'a assez automatisé, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'ai préparé un process et des templates qui permet aux gens de l'équipe d'être autonomes. Parce que sinon, moi non plus, je peux pas me démultiplier. Donc, pour que ça soit bien scalable, il faut aussi se dire, en fait, comment je peux faire pour que les gens n'aient plus besoin de moi. Et donc, du coup, voilà, des outils qui permettent à l'équipe de préparer les ressources nécessaires, voilà.
un plan de onboarding qui est clair. Alors moi je le fais plutôt en mode Trello avec des petites cartes à bouger qui sont disponibles pour l'équipe et pour le newcomer pour montrer ce qui est fait et pas fait et qui permet de suivre son ramp-up. Ok. C'est vrai que c'est une difficulté que certaines entreprises rencontrent, cette intégration des nouveaux arrivants à distance, notamment la Banque de France il y a 2 semaines qui a décidé d'un retour sur site, en tout cas de ses collaborateurs, notamment pour cette raison-là. Comment vous faites pour justement renforcer le sentiment d'appartenance des nouveaux arrivants ? Alors, je dirais que de toute façon, déjà on ne cherche pas n'importe quel candidat. Enfin, évidemment, on souhaite des bons candidats comme tout le monde, mais ça fait partie de l'assessment d'avoir des personnes qui déjà ont une certaine sensibilité au remote, qui soit l'ont expérimenté, soit qui en ont un avis, qui sont très ouverts à ça. Pour que ça se passe bien. Ensuite, donc, il y a effectivement ce côté, on essaye de le voir avant qu'il arrive officiellement. Son onboarding est préparé soigneusement, donc il a reçu tout son matériel avant. Enfin, on essaye qu'il y ait le plus de fluidité, le moins de couac possible là-dessus. Donc, il y a son welcome pack aussi, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas... on n'a pas de bureau et qu'on n'est pas sur site qu'il n'y a pas de t-shirt avec notre logo. Donc, du coup, il reçoit son pack aussi un peu... comme on peut aussi vite que possible, où il y a toutes ses affaires estampillées, coveries. Et il a un buddy. Et c'est vrai que du coup, même nos rituels font que chaque jour, il voit quelqu'un. Son agenda, il est aussi défini à son arrivée. Donc la première semaine, il y a quand même pas mal de docs à revoir, des meetings à faire. Enfin voilà. Donc il prend contact avec l'équipe assez vite. Et finalement, le temps passant, il y a vite un cowork où on se voit tous ensemble, où officiellement, il y a... l'arrivée de cette nouvelle personne, on le célèbre. Enfin, vraiment, c'est une célébration pour nous avec des super moments, un lunch, et dans quelque chose qui est plus informel. Ouais. Ok. Tu parlais notamment de la sélection à l'instant des profils, du coup, des personnes qui sont plutôt aptes à travailler à distance. Certaines entreprises peuvent être réfractaires à l'idée d'embaucher des jeunes dans un cadre de travail en full remote ou remote first. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai que c'est difficile d'être vraiment affirmative sur ça, mais c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à le relier au niveau d'expérience de la personne, parce que j'ai au contraire plus des expériences où je vois que ces personnes-là, dès qu'il y avait une difficulté, c'était plutôt compliqué à gérer pour elles en termes de stress, de sentiment d'isolement. Toutes ces petits trucs non-verbaux qu'on trouve sur site où on se dit ça va pas, ou finalement il m'a fait une remarque mais c'était pas assez grave, de renforcement de confiance, donc du coup et j'aurais tendance à lier à ça, mais après je pense qu'il y a des personnes seniors pour qui le remote n'est pas du tout une option, à qui ça ne convient pas, et voilà. Mais je pense que du coup oui, il y a un truc hyper important en termes d'assessment pour s'assurer de recruter des profils, comme je disais, comme c'est une culture où il faut fitter avec. Donc, Bien sûr, qui ont une expérience antérieure de travail à distance, ou en tout cas qui ont vraiment la volonté de travailler de cette manière. Pour qui c'est un vrai choix. Ok. Quel est le mode de communication privilégié chez Covery ? Alors du coup, c'est un mode de communication asynchrone. Ça veut dire qu'il ne requiert pas la présence dans le même espace-temps de tous les collaborateurs pour pouvoir avancer sur leur sujet. Ok. Et quelles pratiques avez-vous mis en place pour faciliter justement cette communication asynchrone ? Alors du coup, on utilise une policy Slack en fait, finalement, avec différents emojis qui permettent d'indiquer ce qu'on fait, si on est dispo, si on ne l'est pas. On met aussi des plages qui permettent d'indiquer quand on est en mode un peu focus time, et donc on a besoin de se concentrer pour parler de certains sujets, ou en tout cas des plages où on ne veut pas de meeting. Après, on documente beaucoup, donc on a vraiment un Notion qui est extrêmement structuré, donc moi j'ai vraiment tout détaillé, l'espace HR, et c'est vraiment de l'amélioration continue, chaque fois on ajoute des choses, donc on utilise beaucoup ça. Après c'est la suite Google. Toi ça fait 1 an et demi que tu es chez Covery. Avant, tu as évolué aussi dans d'autres entreprises qui ont des modèles organisationnels divers et variés. Pour toi, quels sont les bénéfices du full remote par rapport à des modèles hybrides, par rapport à des modèles en présentiel et autres ? Ça permet quand même de pouvoir respecter ces différentes routines.
de pouvoir, enfin aujourd'hui, moi si je prends mon cas personnel, je me sens pas partagée entre ce que je dois faire au travail, être stressée en me disant je vais pas arriver au bout et aller chercher mes enfants. Donc du coup ça c'est hyper important. Après, il y a ce côté justement documentation, enfin c'est très riche et finalement on arrive à quelque chose où il y a un delivery qui est assez clair, qui est de bonne qualité, donc vraiment. Et du coup, même en termes de diversité, de recrutement, enfin d'équipe, on peut recruter de n'importe où en fait maintenant aujourd'hui. Du coup, ça facilite le recrutement, vous l'avez observé par rapport à d'autres entreprises? On voit déjà qu'on est, en termes d'attractivité, on est beaucoup plus intéressant en étant remote, parce que ça reste quand même malgré tout un critère de beaucoup de candidats aujourd'hui. Et ensuite, on voit que nous, on n'est plus bloqué par des problématiques de tiens, il habite loin, voilà, on est capable de recruter le talent là où il est, quoi. Donc, on a un nombre de candidatures sur certains postes qui sont très élevés, mais en plus, les taux de conversion sont très bons. Donc, du coup, on attire les bonnes personnes. Ce qui est important, c'est d'avoir la bonne audience. Et c'est vrai que nous, aussi, avec le full remote, on a beaucoup de cooptation. Et ça, les cooptations, c'est une source de recrutement très très qualitative. Ouais, votre taux de rétention doit être aussi également bon. Notre taux de rétention aujourd'hui, il est quasiment de 100%. Et à contrario, est-ce qu'il y a des limites que tu as pu également observer avec ce mode de travail? Je pense que c'est pas fait, vraiment, c'est ce que je disais au début, c'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il y a des personnes qui vivent assez mal le peu d'interaction visuelle avec les gens, le manque de partage de moments informels, l'enfermement un peu chez soi aussi. Donc voilà, ouais, cette sensation d'isolement. Le côté, il faut vraiment arriver à donner une dynamique en fait au projet, à ce sur quoi on est en train de travailler. Et ça va de pair aussi avec la notion de ownership et de leadership en fait sur son activité. Aujourd'hui, il y a certaines entreprises telles que Dyson, par exemple, qui pensent que le travail à distance a un frein à l'innovation, à la créativité. Qu'est-ce que toi tu en penses? Alors moi je suis pas d'accord, en fait, tout simplement je suis pas d'accord parce que sinon qu'est-ce qu'on pourrait penser de tous les projets open source en fait qui se mettent en place sur la space tech. Tout ça c'est de l'intelligence collective qui est quelque part dans l'espace mais certainement pas dans le même bureau. Du coup voilà, et nous c'est typiquement ça, on a un produit quand même tech avec sans cesse de nouvelles idées pour l'améliorer, tout ça en n'étant pas du tout dans le même bureau, pas forcément sur les mêmes time zones, mais bien parce qu'il y a une intelligence collective qui est supportée par des outils et par des cadres qui ne nécessitent pas une présence physique. Donc voilà, et nous typiquement on a mis en place un think tank, ça nous permet de développer le ownership dans Covery, de faire en sorte que les salariés puissent contribuer eux-mêmes à l'amélioration soit de leur quotidien, soit de leurs outils. Et en plus, ça permet l'émergence de nouvelles idées. C'est pas du tout quelque chose qui est top-down, ça ne doit pas l'être d'ailleurs, mais bien quelque chose qui est collectif. Et donc ça nous permet encore une fois avec nos outils, c'est-à-dire avec, on peut se voir de temps en temps en meeting, mais du coup le think tank est suivi aussi via une page Notion où il y a des owners qui sont assignés, des deadlines et voilà, chacun travaille de son côté. Mais moi je pense vraiment que cette intelligence-là qui permet cette innovation, elle ne nécessite pas du tout d'être dans un bureau. Ok. Depuis quelques mois, on observe beaucoup d'entreprises qui décident d'un retour sur site de leurs collaborateurs pour des raisons diverses et variées, parce que ça nuit à la créativité, à l'innovation, à la productivité, des difficultés à intégrer des nouveaux arrivants et plein d'autres raisons. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est quelque chose que je pense que je ne ferai jamais en tant que RH, c'est-à-dire d'imposer un retour sur site. Parce que c'est pas le deal initial. En fait, il y a une espèce de promesse quand on est une entreprise full remote. Le deal, c'est cette flexibilité en termes de lieu de travail. Et c'est vrai que de dire à nos salariés, finalement, c'est peut-être plus intéressant pour nous de louer des bureaux plutôt que de faire des cowork. Et donc, dans ce cas-là, vu l'investissement, on va proposer plutôt un modèle hybride. Je pense qu'il y a aussi une notion de productivité qui est liée à l'engagement du collaborateur. Et ça, ce côté retour sur site, pour moi, imposé, peut avoir un impact très fort sur l'engagement du collaborateur. Et donc, je ne suis pas sûre, en effet, qu'on ait un effet très vertueux sur la productivité.
Aujourd'hui, j'ai vu une publication LinkedIn en fait qui m'a beaucoup interpellée, justement avec un CTO, co-founder qui cherche du travail et pour qui le remote est first et un critère voilà, de recherche. Et il disait que c'était devenu une espèce voilà, il y avait beaucoup d'entreprises qui communiquaient sur du remote sans vraiment en proposer. Enfin, en disant, alors finalement, on est full remote, mais il faudra que tu sois une fois par semaine à Paris. Donc du coup, il y a cette espèce aussi de, je sais pas, de mensonge, ouais, de publicité mensongère. Mais je pense aussi parce que les gens ne se rendent pas compte de l'impact qu'est de passer sur un mode remote. Et donc, du coup, il y a certaines équipes, je pense pas que ça puisse être en plus du cas par cas. Enfin, du coup, moi j'ai vu dans mon expérience certains salariés qui avaient le droit de faire du remote, d'autres non. Pourquoi ou certaines équipes oui, puis d'autres c'est quand même plus compliqué. Voilà, et là du coup, avec ces petites surprises lors de process de recrutement, effectivement c'est très dommageable déjà en termes d'expérience candidat, mais en plus c'est une vision complètement, je dirais, très réductrice de remote. C'est vrai que j'aimerais rebondir là sur ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce qu'on voit effectivement beaucoup d'entreprises qui ont des stratégies un peu d'opportunisme en proposant pour attirer certains talents, des ressources rares, enfin des métiers plutôt rares, vont proposer du full remote alors qu'elles n'ont pas forcément l'organisation pour et que c'est pas accordé à l'ensemble des collaborateurs. Quels sont pour toi les impacts justement de ce cas par cas ? Déjà, il y a une notion de fairness. Enfin, moi, je sais qu'en tant que RH, je suis hyper attachée à la notion de fairness, d'équité. Alors, je vais pas dire d'égalité, mais d'équité. Donc, quelque chose qui n'est pas proposable à l'ensemble des salariés, pour moi, il y a un sujet déjà. Et ensuite, on se retrouve avec une personne qui n'est pas du tout équipée pour faire du remote en fait, et qui n'a pas du tout le cadre de référence nécessaire, qui n'a pas le matériel peut-être, qui n'a pas les process en tête à suivre, enfin voilà. Et en plus, avec une déperdition souvent importante d'informations, avec des meetings qui se tiennent sans lui ou elle, ou voilà. Et moi, j'ai eu l'occasion d'expérimenter dans ma carrière un mode de travail où je suivais d'un bureau différent un meeting qui se passait à Paris. Et rien que là, on voit le sentiment de frustration et d'exclusion, en fait. C'est hyper important parce qu'en fait, on voyait dans le meeting qu'il se passait des choses non verbales très importantes lors d'une communication. Et puis moi, j'étais derrière l'écran, donc à Grenoble, en me disant « mais il se passe quelque chose ». Enfin voilà, et du coup, voilà, pour cette cohésion d'équipe aussi, c'est pas bon, quoi. Quel conseil tu donnerais à des entreprises qui demain souhaiteraient adopter un modèle full remote ? C'est pas un sujet simple. Enfin, je pense que déjà c'est moins facile que d'être nativement full remote parce que by design tout a été pensé pour ça. Là, il y a en plus un aspect très conduite du changement qui est très difficile à mettre en œuvre et ça va dépendre de beaucoup de choses, de la culture de la boîte déjà. Il faut bien s'assurer. Il y a beaucoup de choses qui redescendent du management de la boîte aussi à ce niveau-là, de la confiance, du trust qu'on va avoir envers ses collaborateurs, du ownership qu'on a envie de leur laisser. Ensuite, ça doit être vraiment supporté, à nouveau, j'insiste, mais par des outils, des cadres, des process. Tout doit être documenté, l'info doit être accessible à tous pour pouvoir se diriger vers ce type de modèle et qu'on n'ait pas de gap d'informations, etc. Ok. Mais ça, c'est valable pour moi aussi pour les entreprises qui sont en mode hybride aujourd'hui. Parce que du coup, on est quand même sur deux modes différents et d'assurer cette espèce d'équité entre les gens qui vont au bureau et les gens qui ne le sont pas, c'est très compliqué. Et ça, pour moi, ça passe encore une fois par le fait de documenter. En tout cas, on ne doit pas avoir des sources d'infos cruciales qui ne soient pas partageables par tous. Pour terminer cet échange, je te propose de tirer une dernière carte. Tiens, la bonne. Alors, si tu devais manger une seule chose pour le restant de ta vie, quelle serait-elle ? De la salade. Ah ouais ? Je sais que j'envoie des paillettes, mais pour moi, un régime healthy est la base. Vert, quoi. C'est